Bonjour à tous, je suis très heureux de partager cette émission. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la parité. À l'épreuve de la relance, on parle beaucoup de la relance, on va beaucoup parler de parité ce matin dans notre émission. Avec EPOCA et IWF, on reviendra évidemment sur cette question parce qu'il y a la présidentielle, ça ne vous a pas échappé, qui est en ligne de mire. On fera un diagnostic évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la loi Copé-Zimmermann? C'était il y a 10 ans. Alors évidemment, du chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup de routes évidemment à faire. Est-ce que c'est suffisant? Non, répondent les acteurs. On fera un diagnostic et puis on va se projeter sur peut-être des mesures plus concrètes. On parle de quotas. Est-ce une bonne idée, ce débat sur les quotas? On va faire le point. 3 parties dans notre émission. Une partie, j'allais dire, diagnostic avec des chiffres, un sondage, et puis une seconde partie de débat pour donner la parole aux entreprises. Que font-elles exactement pour améliorer cette question de la parité et de l'égalité? On parlera de l'égalité aussi, évidemment. Et puis une troisième partie, prospective, pour se projeter dans cette élection présidentielle 2022, pour challenger les candidats justement sur cette question de la parité. Voilà le programme. Je vous présente mes invités pour cette première partie d'émission. À mes côtés, elle va m'accompagner tout au long de l'émission. Oui, Lucie de Jonquière. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes la présidente de l'International Women Forum, oui. France, très engagée sur ces questions de parité. On vous écoutera. Vous êtes arrivée à la tête de l'IWF parce que vous avez un cabinet RH très engagé sur ces questions de parité. Absolument. Et d'égalité. Vous avez vu, je rajoute l'égalité parce qu'il y a quand même cette idée d'égalité. Et puis, je n'ai pas évoqué non plus la question de la performance parce qu'il y a des études très précises, et on en parlera avec vous, qui montrent que lorsqu'on est dans la parité, on a de la performance dans l'entreprise. C'est important de le rappeler. Et puis j'évoquais des chiffres, des sondages avec Pierre Gomy. Bonjour Pierre. Bonjour. Directeur marketing Europe du Sud et Centrale. J'espère que j'ai été bon sur la situation géographique. Et cette étude Kantar de mars 2021, mars-avril, elle date, Lucille, de ces assises 2021, qui s'étaient passées dans des conditions particulières parce qu'on était dans la période Covid. Et que c'était évidemment un peu compliqué. Quelques chiffres, si vous voulez bien Pierre, parce qu'il faut d'abord quand même situer les enjeux. Chiffres, je le rappelle, mars-avril 2021. C'était hier. C'était hier. Voilà, quelques chiffres peut-être que vous nous avez préparés. Il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez. Il y a l'idée qu'on a pris conscience que c'était important, mais qu'en même temps, il y avait encore beaucoup d'efforts à faire. Tout à fait. Donc la prise de conscience concerne 81% des Françaises et Français. Oui, c'est un sujet incontournable, mais pour autant, pour 64%, donc un peu plus de 2 tiers de la population, c'est un sujet qui n'évolue pas. Alors pourquoi est-ce qu'il n'évolue pas? Pour plusieurs raisons. Pour 68% des Français, c'est un sujet qui n'évolue pas parce qu'il y a une partie de la population qui a des résistances. Et cette partie de la population qui a des résistances, c'est notamment des hommes qui cherchent à protéger leurs intérêts. Le deuxième pan... Ça n'a pas bougé, ça? Non, ça voilà, c'est effectivement... c'est ancré. Alors, effectivement, c'est principalement des... C'est ça. C'est ancré chez les hommes, on le voit, mais c'est aussi ancré, hélas, chez certaines populations féminines. Donc c'est un problème général de population, d'autocensure, exactement, et on y reviendra, un problème aussi culturel. Deuxième chose, et d'ailleurs, qui a un chiffre, la deuxième chose, c'est que pour 58%, c'est une question de croyance. Ça n'évolue pas, c'est une question de croyance, parce qu'on pense que les hommes sont plus doués pour faire certaines choses, que les femmes sont plus douées pour faire d'autres choses. Et ce sont des biais cognitifs, effectivement, système 1, système 2, on est en plein dans système 1, effectivement, où on pense que, naturellement, les femmes sont plus douées pour l'éducation des enfants et que les hommes sont plus doués pour faire des ça commence dès la maternelle, ça commence dès l'école maternelle. Ça commence dès l'école maternelle, je dirais même avant. Dans l'utérus, peut-être même. Dans l'utérus, je sais pas. Mais en tout cas, dès la naissance du bébé, j'en suis à peu près persuadé, puisqu'on a des stéréotypes de couleurs, de jeux, de projection des parents sur les enfants, etc. Enfin, en tout cas, donc on voit effectivement pour 58%, le problème vient de là. Donc un problème en fait de fond à résoudre. Pour 45%, c'est aussi parce que il n'y a pas assez d'incitation. Pas assez d'incitation dans les formations, par exemple, attirer les femmes dans certaines filières qui sont majoritairement masculines. Incitation aussi pour que effectivement il y ait plus de représentativité des femmes à différents postes de l'entreprise, notamment les postes à responsabilité. Donc ça, pour 45% de la population, c'est une des explications. Et puis enfin, pour 32% de la population, ce qui bloque, c'est qu'on ne met pas assez en valeur les avantages d'avoir de la parité. On l'évoquait juste avant le plateau. Effectivement, on constate chez Kantar, plus
plus il y a de la parité dans les conseils d'administration, plus les entreprises sont performantes. Bon, il faudrait le faire savoir, par exemple. Ça, c'est comme la bonne nouvelle, Pierre. Ouais. Il y a une amélioration quand même du nombre de femmes par la loi Copé-Zimmermann. Ah oui, tout à fait. Statistique, les grands cabinets de stratégie comme Kantar. voilà, exactement, au Boston l'ont spécifié à maintes fois. Tout à fait. Alors, Pierre, la suite. Alors la suite, maintenant on va plutôt centrer le propos sur la parité en entreprise. Donc pour 86% des Françaises et des Français, c'est un sujet dont on parle, mais qui n'évolue pas. Et pourtant, ils constatent que le fait qu'il y ait des inégalités salariales pour près de 2 tiers, 51% d'entre eux, ça n'est pas normal. Le fait que les femmes sacrifient leur carrière pour s'occuper de l'éducation des enfants, ça n'est pas normal. Et avec un écart de salaire, on en reparlera dans notre débat, mais toujours un écart de salaire assez signifiant. On est d'accord, Lucille, hein? On est d'accord, même si avec l'index Pénicaud, les choses devraient tendre à c'est mieux, mais il y a toujours un écart. Ah, il y a toujours un écart. On est d'accord. Tout à fait. Pierre, je vous ai coupé. Oui, non, tout à fait. Et pour autant, effectivement, une grande majorité des Français, plus de 80%, pensent que les femmes sont légitimes pour occuper tout type de poste, que ce soit en termes de filière ou en termes de niveau de responsabilité dans l'entreprise. Donc il n'y a pas, quelque part, ça c'est la bonne nouvelle, en fait les populations sont ouvertes, font un constat et que ça va pas d'inéquité. Voilà. Et alors après dans les solutions, c'est là aussi où il y a des choses assez paradoxales dans ce qu'ils peuvent penser. Pierre Gomis, il y a le débat que j'ai mis sur la table, puisqu'on l'aura aujourd'hui pendant cette émission avec nos invités, avec vous, le débat des quotas, puisque la loi Copé-Zimmermann fixe finalement, il faut le dire clairement, une forme de quota, d'obligation, de discrimination positive. Sur la question des quotas, c'est assez intéressant votre sondage, parce que tout le monde dit oui, c'est pas mal les quotas, mais prudence. Alors effectivement, sur la prudence, quand on pose la question, les Français disent pour 25% d'entre eux, les quotas, ça ne marchera qu'à partir du moment où ils sont dissuasifs. Donc en fait, il faut des mesures qui soient assez fermes pour qu'ils soient efficaces. La deuxième chose, effectivement, c'est que, et ça c'est 2 tiers des Français qui nous disent ça à peu près, c'est que avant de mettre des quotas, il faut changer les cultures, mais il faut changer les mentalités. Ouais. Mais la problématique, c'est que changer les mentalités, les cultures, ça prend du temps. Mais bien sûr. Donc, et c'est là où en fait les Français sont paradoxaux. Alors, ils attendent quand même, et on le voit, pas mal des patrons. Pour 41% d'entre eux, la parité entreprise, ça vient de la hiérarchie, du management, et ça peut faire changer les choses. Et d'où l'importance de mettre des femmes. Et d'où l'importance de mettre des femmes, puisque c'est l'une des... elles vont évidemment, verticalité, aider toutes les femmes. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Vous en pensez quoi, Lucille, de ce sondage? Parce que vous le connaissez bien, ce sondage, puisqu'il avait été dévoilé dès 2021. Vous avez le sentiment comme ça, puisqu'on n'a pas encore d'éléments chiffrés, hein, Kantar, vous confirmez qu'il n'y a pas de sondage en préparation sur le sujet. Vous pensez que ça a évolué depuis avril 2021, ou finalement on est resté dans une forme de statu quo sur ce sujet? Avril 2021, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, donc c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les choses évoluent en ce moment, et on va en parler tout à l'heure. C'est l'ESG et la RSE. Parce que les même chose en fait, hein. ESG pour la finance et RSE voilà, exactement. Parce que les sociétés, responsabilité sociétale, environnementale, et dans le sociétal, on va mettre la parité, la diversité. Et là, les sociétés sont quand même encerclées et obligées de faire bouger les lignes, et c'est tant mieux. Parce que sur la question des quotas, je l'ai dit, mais je le répète, la loi Copé-Zimmermann touche donc les sociétés cotées et non cotées qui font 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. Et oui, dans le SBF 120, ça a bougé, mais au-delà du SBF 120, nous sommes loin des 40%, et on le sait. Et les SAS, comme on le sait, ne sont pas impactés, mais grâce aux fonds d'investissement et leur charte, le mid-cap va être impacté. Donc tout ça bouge, mais encore trop lentement. C'est intéressant de le dire, parce que quand on parle de parité, on a l'impression que toutes les entreprises sont logées à la même enseigne. Vous nous dites, les SAS, qui est un statut très prisé, Société Action Simplifiée, ne sont pas concernées. Non, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un amendement lors d'une niche parlementaire, je ne sais pas quel est votre rapport à cette question, mais est-ce qu'il faudrait faire avancer à travers un amendement Mais Bruno Le Maire l'avait évoqué. Et avec la Covid, c'est un des nombreux projets qui a été reporté, mais on l'espère, ça va être remis sur le devant de la scène, ça serait bien. Un dernier mot, Pierre, sur cette question. Sur la question de l'évolution, je le vois, hélas, c'est la première année qu'on constate, nous, un repli
après dans nos baromètres en fait. Hein, quand on demande, est-ce que vous êtes satisfait de la condition des femmes au sein de votre foyer, au sein des entreprises, dans la société? Le Covid par est passé rapport par là. à l'année dernière. On est en baisse. On a un autre indice, le Reykjavik Index, pour effectivement comprendre si les femmes ont la même légitimité que les hommes à occuper des postes de responsabilité. Là, pareil, c'est un indice en baisse. Quand on regarde les chiffres que je viens de vous citer et qu'on regarde les jeunes populations, c'est peut-être ça le problème le plus important, et c'est là où il y a un enjeu d'éducation qui est fort, on voit que les jeunes sont plutôt plus conservateurs que leurs aînés sur le sujet. Attendez, conservateurs, ils s'autocensurent, c'est-à-dire qu'ils se placent là où on leur demande d'aller. Exactement. Ils sont donc du coup effectivement très genrés, alors qu'effectivement... Mais c'est vrai, on assiste à un rétropédalage en arrière, ce qui est quand même inquiétant. Et alors qu'ils sont très ouverts aux causes d'inclusion et de diversité, mais alors sur ce sujet-là, on les sent conservateurs. Alors c'est pas des gros écarts, mais en tout cas ils sont pas nettement mieux, ils sont même plutôt un peu moins bien. On parlera des femmes entrepreneurs aussi qui ont des difficultés à lever des fonds, à convaincre des investisseurs. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Pourquoi c'est plus compliqué pour les femmes? C'est vrai que j'ai constaté qu'elles avaient plus de difficultés à convaincre. Oui, enfin en tout cas, les résultats sont là. 50% des femmes qui essayent de lever des fonds pour lancer leur activité n'obtiennent pas l'argent qu'elles souhaitent. Ça veut dire qu'il faut qu'en face, lorsqu'il y a des comités pour lever des fonds, il faut qu'il y ait des femmes dans les comités. Parce que si c'est que des hommes qui reçoivent des femmes, ça pose un petit souci. Parce que c'est de ça dont il est question. Bien sûr, il faut partir à la source et on rejoint la charte de France Invest qui souhaite mettre des femmes dans les comités de direction, des fonds d'investissement et dans les sociétés dans lesquelles ils mettent des participations. Mais ils se donnent jusqu'à 2030. Ce qui est quand même loin. C'est très loin, sans déflorer le débat qu'on aura dans quelques instants avec des grands groupes, avec des entreprises plus modestes ou des start-up pour voir aussi comment ça se passe dans les start-up. Vous êtes sur quelle position, IWF France, sur les quotas? Est-ce que vous dites, d'abord, ce mot quota est très contesté en France, c'est un mot qui fait peur. Est-ce que vous dites qu'il faut une politique de quotas, donc une politique publique, ou est-ce qu'il faut laisser les choses se réguler d'elles-mêmes? Non, il est indispensable d'avoir des quotas. Et je vais vous dire une chose, Arnaud. Ça renvoie aux États-Unis, un quota. Mais oui, non, mais les femmes sont les premières à être contre au début parce qu'elles ne veulent pas être des femmes quotas. Oui. Mais le fait est que sans les quotas, ça ne bouge pas et on gagne un siècle. Donc on aurait tort de s'en priver. Enfin, je constate que chez Kantar, quand on sonde les cœurs sur les quotas, les gens disent oui. Attention, ils ont bien compris qu'il fallait d'abord changer les mentalités. On est d'accord. Mais par contre, le quota, ça ne règle pas le problème. Par contre, ils disent que ça doit être un sujet central de la présidentielle. Donc ils attendent bien qu'il y ait une législation qui encadre un petit peu les évolutions de mentalité. Tiens, présidentielle. On va en parler en troisième partie d'émission parce que c'est aussi un des enjeux de cette émission. C'est important, oui. Il faut les challenger sur ce sujet parce que, excusez-moi, Lucille, la manière dont démarre cette campagne présidentielle, sans faire de politique, on a des candidats qui regardent les femmes d'une certaine manière quand même. Et d'une manière, je dirais, un petit peu archaïque, pour ne pas dire moyenâgeuse. Oui, tout à fait. C'est compliqué, donc il faut vraiment accélérer sur ce sujet. Ah, mais plus qu'accélérer. Et d'ailleurs, il est dans nos intentions de faire pitcher pour les prochaines assises toutes les candidates et candidats sur ce sujet de la parité. Voilà. Pitcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'exprimer par rapport au programme qu'ils comptent mettre en place au sujet des femmes. Et il ne faut pas oublier que maintenant, nous avons le droit de vote, quand même, depuis 45. Oui, d'accord. Depuis 45, oui. Ça aura certainement une incidence sur le gagnant final. Ça veut dire, pour le dire moi avec mes mots, vous allez challenger ces candidats et leur dire, à l'aune d'une charte que nous allons écrire, que vous êtes en train d'écrire, que vous avez écrite, vous la signez ou vous la signez pas, cette charte? Vous vous engagez ou vous vous engagez pas? C'est ça la question. Exactement. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus de ce qui a été fait, de ce qui doit être fait et innover. On est en pleine dans un monde innovant, donc on les écoutera là-dessus. Un petit mot, parce qu'on va bientôt se tourner vers notre seconde partie, qui est un débat justement pour interroger les entreprises. La question de la performance est quand même posée sur la table, on n'entend pas assez. C'est important pour une entreprise, pour sa performance. Puis il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, je sais que Kantar traite ce genre de questions, c'est notre politique familiale, il faut quand même le rappeler. Quand on parle à des femmes allemandes qui ne sont pas forcément salariées ou cadres, elles vous disent, mais moi, je ne peux pas faire ça. Vous, ce que vous faites en France, c'est formidable. Enfin, il faut quand même le dire si on veut faire un peu de benchmark européen. Vous êtes d'accord, Lucille? Oui, les Notre politique familiale nous aide un peu quand même. Comment La politique familiale française nous aide. Évidemment, bien sûr. Non, mais il faut le dire. Non, mais on l'exprime, on le dit. Je ne veux pas vous énerver, Lucille. Non, je ne suis pas énervée du tout. Ça vous va quand même cette... Ça me va tout à fait. Vous en pensez quoi, Pierre? Oui, mais la politique familiale, c'est bien, mais par contre, après, les mentalités au sein du foyer, il faut les faire évoluer, puisque s'il y a une charge mentale qui incombe aux femmes de faire la cuisine, l'éducation, le ménage, on va avoir une politique familiale qui favorise l'accession des femmes au travail, en plus de leur travail, de s'occuper du foyer, et donc du coup, il y a une vraie... Il y a un immense paradoxe
paradoxe en Il y a un Allemagne, paradoxe, c'est hein. quand même une première économie, Bah une économie forte, et il n'y a pas de structure pour accueillir les enfants. C'est le débat. Et en société, si vous êtes une femme mère et vous travaillez, vous êtes un petit peu mal vue. Et très difficile à gérer. Juste Voilà. d'un mot avant de nous quitter pour lancer et découvrir ce petit clip d'ailleurs dans lequel vous êtes très impliquée, Lucille, c'est votre engagement. Oui, IWF, oui, c'est ma raison de vivre. En matière de parité, ce sont des images qu'on va découvrir. Juste un petit mot, la crise Covid a fait quand même beaucoup de mal, je mets des guillemets évidemment, aux femmes. Oui. On l'a vu, la charge mentale, le burn-out, Grande la perdante. pression sur leurs épaules, sûr. c'est les grandes perdantes. Grandes Oui, perdantes du tout à fait. Covid sont les femmes. Donc il y a eu un léger recul, vous êtes d'accord, Pierre? tout à fait, Le on l'a Covid a fait constaté. reculer. On l'a état constaté. d'épuisement, bien sûr. Tout à bien fait. sûr. Mais comme elle gagne moins d'argent lorsque la famille était confinée, monsieur était dans son bureau en train de travailler, madame gérait. Et quand on fait des études sur la satisfaction vis-à-vis du télétravail, effectivement, la problématique du télétravail a été plus difficile à gérer pour les femmes pendant la pandémie et que les enfants n'étaient pas à l'école. On risque d'en parler dans quelques instants. Quelques images, comme je vous l'avais promis, c'est votre engagement, IWF, qui s'engage, à travers ce petit clip, ces images, qui s'engage pour la parité et pour l'égalité. Regardez. Roulette qui roule, siège qui tourne et retourne, accoudoir pour s'accouder, assise pour s'asseoir. Non, ce fauteuil n'a rien de spécial. Pourtant, bien occupé, il peut rapporter 10% de croissance. Plus de femmes au poste clé, on a tous à y gagner. Retour en plateau avec cette deuxième partie d'émission, un débat pour bien savoir un peu comment se vivent toutes ces questions qu'on a évoquées de manière en chiffres, concrètement dans les entreprises, comment elles se pratiquent, quels sont les freins, puisqu'on évoquait évidemment les freins. Et je vous présente mes invités. Corinne Sipierre, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez vu arriver avec votre valise, ça veut dire que vous avez fait un petit détour par nos studios, puis après il y a un départ, je crois. Donc merci de nous consacrer du temps. Chargé du service client au sens large dans le groupe Alliance, c'est pas rien, et vous êtes membre du COMEX de ce groupe. Merci d'être avec nous. On écoutera à la fois votre parcours. C'est intéressant de savoir comment on accède au COMEX quand on est une femme, et puis vos engagements en matière de parité et d'égalité. Anissa Gegler, merci d'être là. Vous êtes, vous, professeur au Cage Business School, mais par ailleurs très engagé sur ces questions d'inclusivité qui englobent notamment les questions d'égalité et de parité. On va vous entendre parce que on en parlait, ça démarre dans les écoles de commerce, mais en fait ça démarre dès l'école primaire. On parlait de l'utérus tout à l'heure avec Lucie, je vous ai vu réagir, vous étiez évidemment derrière, mais voilà, évidemment cette question est posée. À vos côtés, Ghislain Echasserio, merci Ghislain d'être avec nous, délégué général de la FEDEN, Fédération des services de l'environnement, qui regroupe tous les acteurs, alors je paraphrase, tous les acteurs industriels et les acteurs de services au bâtiment, les infrastructures. C'est 7 syndicats professionnels, on est d'accord ? Voilà, là c'est Guilain. Guilain, mais voilà, bien sûr. C'est à cause du film de Benoît Poulvord. Ah oui. Et donc la fédération, c'est en effet la fédération des services énergétiques. Et donc ça réunit 500 entreprises spécialisées dans 2 thèmes qui sont la transition autour de la transition énergétique, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et une pénurie avec une vraie d'emplois. pénurie, ça fait partie de nos actions de promotion, d'attractivité des métiers, qui sont des métiers non délocalisables, qualifiés, avec de la technique, de la relation client, utile aux hommes, utile à la planète, avec de l'impact. Donc voilà, on essaie de communiquer autour de ça. Et puis bien évidemment, on essaie de faire en sorte que les stéréotypes autour de l'homme avec son bleu de travail et sa burette tombent. Et donc en essayant de montrer que tous ces métiers sont adaptés aux femmes, que ce soit des métiers de techniciens, automaticiens, Bien sûr. responsables de conduite, ingénieurs, bien évidemment. Voilà, donc il y a tout un panel qui sont offerts. Ouais, le débat sur aux les jeunes. ingénieurs et des écoles d'ingénieurs qui sont quand même assez masculines, ces écoles. Et puis Hugo Ratero est avec nous, associé chez Scaled Risk. Alors Scaled Exactement. Risk et de la finance, de Finance. l'ESG. Ouais. Et on va parler avec vous. Vous êtes une start-up, vous êtes un start-upper. On peut dire ça. De voir comment aussi les start-up s'imprègnent, travaillent sur ces questions. Et puis aussi comment, on essaiera d'y réfléchir, comment la finance peut aussi, dans ses choix d'investissement, orienter, guider, contraindre les entreprises parce qu'elles ne respectent pas ou ne respecteraient pas les règles ESG. Merci d'être là. Juste une question, Corinne Sipierre, et je me tourne vers vous, Anicia Gegler aussi, parce que c'est un peu la même histoire.
Quand on parle à des femmes en off, en dehors des plateaux de télévision et qu'on les connaît un tout petit peu, Lucille, c'est votre métier. Oui, bien sûr. Quand elles vous racontent leur parcours du combattant pour réussir à gérer leur vie personnelle, leur vie de femme, leur vie professionnelle, on voit que c'est très compliqué. Ça vous a fait quoi quand on vous a nommé au COMEX d'Alliance? Vous vous êtes dit, je me suis battu, ça a été difficile. D'autres y sont arrivés plus rapidement que moi, c'est-à-dire des hommes, sans donner de nom évidemment. Non, je dirais pas que j'y suis arrivée moins rapidement que d'autres parce que finalement j'ai eu la sensation d'être assez jeune. Moi j'ai 45 ans et j'ai accédé à ce poste cette année. Je dois dire que je ne l'ai pas vécu comme un parcours du combattant, très honnêtement. Mais c'est sûr que j'ai conscience d'avoir fait un parcours où nous étions peu de femmes. Parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur. En moyenne c'était à peu près 10% de femmes, que ce soit en classe préparatoire ou en école d'ingénieur. Et puis après, c'est vrai qu'avec le système français, ça place quand même sur une trajectoire qui est assez ascendante. Et moi, j'ai eu la chance à la fois d'avoir une éducation extrêmement inclusive, je dirais. Je pense que... Vos parents étaient modernes, on va dire. Oui, très modernes. Je pense que mon père me voyait aussi comme quelqu'un qui pouvait tout faire. Et donc, et je pense que le rôle du père est assez important. On pourrait en discuter sur l'éducation des genres. Et donc, moi, j'ai toujours eu la sensation qu'aucun métier ne m'était interdit. À 18 ans, je voulais être pilote de ligne, pour tout vous dire. Donc, bon, j'ai pas fait exactement cette carrière-là, mais ça me paraissait être quelque chose de tout à fait envisageable. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu la chance, tout au long de ma carrière, d'avoir des sponsors qui ont été extraordinaires. Et sponsors. Des mentors. Sponsors, mentors. Et des gens qui m'ont vraiment poussé, y compris dans les moments où moi-même, je me posais la question de savoir si j'avais envie de passer à l'étape d'après. Ils vous disent, Corinne, tu peux y arriver, c'est possible, vas-y, tu as le potentiel, parce que c'est de ça dont il est question. Et on vous met en confiance pour accéder au poste auquel vous êtes aujourd'hui. Et hommes et femmes, en fait. Donc je pense, d'une certaine manière, alors il y a toujours la question de savoir si la chance, on la provoque ou elle arrive toute seule, mais en l'occurrence, j'ai vraiment eu l'association d'être accompagnée tout au long de ma carrière. Et voilà, je suis très reconnaissante à beaucoup de managers. Moi, j'ai eu un manager qui m'a promu 2 fois alors que j'étais enceinte. Et c'est quand même pas des choses si classiques que ça, en fait. C'est vrai, Lucie. Et donc, je pense que c'est ce qui a aussi renforcé ma confiance avec le temps. Et si maintenant je prends un pas de recul et que je regarde comment ça se passe avec mes propres collaboratrices, et on en parlait tout à l'heure hors plateau, une chose qui me marque quand même, c'est que quand il s'agit maintenant de promouvoir quelqu'un dans mes équipes, quand c'est une femme, souvent il faut que je la convainque qu'elle est capable de faire. Avec un homme, j'ai moins cette situation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes aussi. C'est simplement qu'ils sont moins exprimés. Et donc je pense que c'est juste aussi... à nouveau une attention à avoir pour lever les éventuelles incertitudes que certaines femmes expriment dans ce genre de situation. Anissa Gégler, juste, c'est pas pour caricaturer en l'occurrence, mais on voit que le métier de prof, en école de commerce ou ailleurs d'ailleurs, se féminise de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui basculent vers des carrières d'enseignement. Et justement, ça faisait écho au débat de la politique familiale, parce que plus de temps, ça libère du temps pour les enfants. Vous le constatez, indépendamment de ce que vous allez nous raconter sur Cage Business School, mais j'ai le sentiment comme ça, dans la sorte de grande tendance sociologique, que les femmes s'orientent vers l'enseignement de plus en plus. Alors je mettrais une différence entre enseignement quand on enseigne en primaire, au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur, puisque quand on est professeur dans l'enseignement supérieur, on n'a pas les vacances scolaires, on n'a pas... C'est pas le même modèle c'est pas du tout social, le même modèle. On va dire. Donc, mais je rebondis sur ce que disait Corinne, on a à peu près le même parcours, donc c'est intéressant. Pareil, école d'ingénieur avec 10%, même moins en classe préparatoire. Et moi, j'ai repris mes études, en fait, pour devenir professeur. Et je rejoins ce qui avait été dit tout à l'heure dans le premier, c'est-à-dire le cercle familial est aussi très important. Donc, je ne parlerai pas de mon père, mais de mon mari. Parce que reprendre ses études quand on a 3 enfants, dont la dernière vient de naître, et se lancer dans un doctorat. Ça se négocie, ça, dans le couple. Exactement. Si on n'a pas d'aide familiale, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, par rapport aux professeurs, je dirais que oui, on le voit quand on a des enfants et qu'on voit beaucoup plus de professeurs des écoles femmes que des professeurs hommes. Dans l'enseignement supérieur, on voit une différence encore selon les disciplines. Et là, on va rejoindre encore cette problématique qui est de rôle modèle. On a beaucoup plus d'enseignantes femmes dans le marketing,
marketing, dans la communication, beaucoup moins quand on attaque la finance, la supply chain, voilà, toutes ces matières qu'on estime être un peu plus scientifiques, un peu plus mathématiques que d'autres. Hugo Rattero, start-up, on va parler de ESG, mais comment vous regardez le débat que l'on a aujourd'hui? Comment les start-up ou la start-up que vous êtes regarde cette question de la parité, de l'égalité? Quand on est en start-up, on développe, on bosse, on a la tête dans le guidon et peut-être qu'on ne s'interroge pas sur toutes ces questions essentielles. En fait, il y a eu un shift entre la finance et la finance durable. Parce qu'il y a quelques années, on parlait de finance, maintenant on parle beaucoup de finance durable, RSE, ESG, etc. Et je vais vous donner un chiffre. Nous, il y a 5 ans, quand on cherchait quelqu'un, on avait 130 CV, 3 féminins, grosso modo. Très très peu. Ça, c'était il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, on est en croissance, on grossit. Pour 50 propositions, on a 25 femmes. Donc en fait, la finance durable, sous ces acronymes un peu barbares, RSE, ESG, qu'on va pouvoir définir, je pense, derrière, féminise complètement en fait la finance. Et je pense qu'on peut pouvoir avoir un débat là-dessus, mais parce que le ESG, donc c'est l'environnement, le social et la gouvernance, c'est des critères extra-financiers. Donc c'est plus de la perf pure. On n'est plus là pour faire du 10-15% par an. On est là pour en fait intégrer l'environnement et un sujet social et sociétal dans l'investissement. Donc la finance, excusez-moi Hugo, la finance peut changer le monde. C'est une sorte de phrase qu'on sort souvent en journaliste, mais est-ce qu'elle peut aussi accélérer ces questions? Voilà, elle va accélérer le changement parce que là, il y a une lame de fond que nous, on voit tous les jours qui est monumentale avec le ESG, c'est-à-dire que l'épargne va être fléchée à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, avec un reporting, encore un acronyme barbare, SFDR, en Europe, tous les gestionnaires d'actifs, les assureurs et les banques privées vont devoir faire des reportings extra-financiers à destination du consommateur final. Demain, vous investissez 100 € sur une société, sur un fonds. Vous voulez savoir vous voulez savoir, et 2, le régulateur va obliger le distributeur à vous donner ce reporting. Donc en fait, ça va être un choix, c'est pas simplement la finance qui va changer le monde, c'est aussi les choix individuels. C'est-à-dire que si demain, vous en tant qu'investisseur, vous ne cherchez que de la perf, vous allez aller chercher des critères financiers. Si vous voulez intégrer dans vos investissements des critères extra-financiers, c'est à vous, consommateurs, de dire je suis intéressé par l'environnement. Donc, grosso modo, le E, c'est l'environnement, donc pas de CO2. Je suis intéressé par le S, social. Donc là, ça va être la parité. Parité dans des boards, etc. Ou le G, la corruption, etc. Donc, en fait, c'est ça qui est passionnant dans ce qui est en train de se passer, c'est que la finance accélère énormément le mouvement et il va y avoir, en âme et conscience de chacun, un choix à faire par le consommateur final. Donc là, je dirais que en effet, la finance accélère le pas et le consommateur final doit prendre ses décisions. Concrètement, Guylain et Chasserio, puis évidemment Corinne Sipierre, c'est intéressant de voir comment, puisque ces chiffres, tout ça est quantifié dans les entreprises, comment ça se passe dans les grandes entreprises. Vous avez fait une carrière chez De Richebourg, vous êtes passé par Veolia, Suez, des grandes entreprises de l'énergie et des déchets aussi, puisqu'il faut évoquer Veolia qui travaille aussi beaucoup sur le déchet. Comment ça se passe? Parce que, excusez-moi de vous le dire cash, mais c'est quand même des métiers, quoi qu'on en dise, qui sont des métiers d'hommes, c'est-à-dire ceux qui travaillent au tri des déchets, ce qui est un métier très difficile, très rude, pour trier les bouteilles plastiques, pour le dire de manière très abrupte, pour séparer les couleurs de bouteilles plastiques, puisque c'est de ça dont il est question. Comment on fait là? Comment on rend, un, le métier attractif, 2, comment on dit, il faut de la parité? Ça semble difficile quand même. Alors, à la FEDAN, les grandes entreprises sont plutôt des grandes entreprises de l'énergie, donc filiale d'Engie, filiale d'EDF, d'Alkia. Donc là, on est sur des postes d'ingénieurs, de techniciens. Non, parce que dans la branche, 70% des effectifs sont des techniciens. Ou techniciennes. Alors, on essaie de faire en sorte que ce soit des techniciennes. Mais les chiffres, la réalité des chiffres, c'est qu'il y a 15% de femmes et que les postes occupés par des femmes sont plutôt sur des fonctions support ou de management et un peu de technicien. Donc on essaie de faire en sorte que ce métier de technicien, ces fonctions scientifiques, techniques, industrielles, soient de plus en plus ouvertes et accessibles aux femmes. Il y a un vivier dans les écoles, pour revenir à ce que disait Anissa Gégler. Il y a un vivier dans les écoles. Moi, à la FEDEN, on a plus de 50% de femmes. Quand tous les CV de candidates qu'on reçoit sont d'excellente qualité. Il y en a, en effet, dans nos métiers, qui sont des métiers de maintenance, d'exploitation, de conduite,
conduite d'installation d'énergie, d'équipement thermique ou de facility management. On a des femmes dans les fonctions support. Là où on essaye, parce qu'on est sans cesse en train de recruter et qu'on recrute 5000 personnes par an, dont 2000 apprentis, mais qu'on sait que d'ici moins de 10 ans, ça va doubler. Le fait de passer de la chaudière gaz à la pompe à chaleur, tous les changements. On recrute davantage et on recrute des gens plus compétents, plus qualifiés, mais on va les chercher dans les écoles d'ingénieurs, on va les chercher dans les DUT. Moi-même, je suis président d'un CFA qui est en partenariat avec des centres de formation, des unités de formation. Pour aller chercher, pour former. Et on va aller chercher, mais même plus loin que ça. On a en cours une prépa apprentissage, et là, ma collaboratrice, qui est hyper investie et qui considère les apprentis comme presque ses enfants, elle va les chercher dans les foyers. Elle va les chercher dans les foyers de femmes isolées, éloignées de l'emploi, sans formation, sans emploi. Donc il y a tout un échange lucide. Et c'est génial. Alors évidemment, il y a l'humain. Évidemment, il n'y en a que 2. Mais rien que 2, il faut essaimer, ouais. C'est super. Alors bien évidemment, on essaie de les mettre en évidence, les mettre en avant, et c'est ce que font aussi les entreprises adhérentes à travers des programmes. Je pense à Dalca qui a quelque chose qui s'appelle Women in Energy Transition. Engie a quelque chose qui s'appelle Women in Net, enfin en réseau. Et bien évidemment, ils ont des actions et ils signent des accords avec les organisations syndicales. Vous pouvez regarder sur Internet, on les trouve, avec des choses très structurées. Alors bien évidemment, il y a l'indice de parité, égalité, enfin d'égalité femmes-hommes qui est suivi, qui est accessible pour toutes ces entreprises cotées. Et puis ensuite, il y a des actions beaucoup plus opérationnelles, mais dans lesquelles les entreprises s'engagent à avoir, ne serait-ce qu'avoir des toilettes pour les femmes, d'avoir des vestiaires pour les femmes, ça paraît évident. Oui, sur des sites industriels. C'est aussi et de faire en sorte que ce stéréotype du technicien homme tombe. Voilà, et de faire en sorte une femme peut aussi porter un bleu de travail. Bien sûr, et tous les postes sont adaptés. Voilà. Il n'y a plus d'histoire de poids, les équipements de protection individuelle sont adaptés pour les femmes. Enfin bref, tout est fait pour qu'on puisse accueillir des femmes. Et c'est pas une histoire juste pour répondre à des objectifs de parité. C'est parce que si on veut répondre à la demande, aux besoins. Notre problématique, c'est de répondre à la demande. Et la demande, elle est là, elle est même plus que là, puisqu'on est au cœur de ces enjeux énergétiques. Donc c'est d'y répondre, et en faisant feu de tout bois, et en allant chercher toutes les compétences, et surtout chez les femmes. Préparez-vous à réfléchir, mesdames, parce que je vais vous demander, et Lucille donnera sa vision, mais qu'est-ce qu'une femme apporte ? C'est le débat qui a été posé en politique, rappelez-vous, puisqu'il y avait le débat de la parité dans l'hémicycle, et la question, je l'ai posée des dizaines de fois aux femmes, qu'est-ce que vous apportez de plus ou de différent d'un homme politique traditionnel? Mais d'abord, le recrutement, comment ça se passe? Parce que tout se joue quand même à votre niveau, alors vous êtes membre du COMEX, sur les choix de recrutement, sur la manière dont on recrute, sur les critères de recrutement. Comment ça se passe? Puisque tout à l'heure, Hugo évoquait une amélioration du nombre de CV qui y arrivait, il y a plus de femmes. Il faut quoi Alors en fait, quand on réfléchit au secteur financier, notamment le secteur de la science, que du coup je connais bien, en fait, le sujet aujourd'hui... dans le secteur de la science dans son ensemble, c'est pas qu'on manque de femmes en fait. Dans la pratique, on est plutôt sur des taux de femmes assez élevés. L'enjeu, c'était finalement quand on a commencé à regarder ces critères, je pense dans la plupart des entreprises, c'était le fait que finalement, quand on arrivait aux strates les plus hautes de la hiérarchie, c'est là où ça bloquait. Le pourcentage s'inversait complètement. La chance qu'on a chez Alliance France, c'est qu'il y a une prise de conscience sur ce sujet qui date vraiment d'il y a de très nombreuses années. Et donc on travaille depuis longtemps sur ce qui est devenu un peu l'index égalité femmes-hommes aujourd'hui et une initiative du groupe aussi qui s'appelle Equalpay, qui est autour de comment est-ce qu'on crée une équité de traitement dans l'entreprise vis-à-vis des collaboratrices et des collaborateurs. Donc ça, c'est déjà le socle. Ensuite, pour tout ce qui est recrutement et promotion, je pense que c'est une vraie vigilance de tous les instants en fait. C'est-à-dire qu'on en parlera peut-être, mais effectivement, moi j'ai la sensation que la Covid au niveau sociétal a été une lame de fond qui nous a fait prendre du retard ou voire régresser. Ce que j'ai découvert en arrivant chez Alliance France, parce que je n'y suis que depuis début janvier, c'est vraiment qu'il y a une attention très forte à tout ce qui est plan de succession. Faire en sorte qu'on ait toujours des femmes dans les plans de succession de tous les postes de l'entreprise, principalement ceux à responsabilité, parce que c'est là qu'il faut qu'on continue à envoyer du fuel. Et puis, évidemment, aussi sur les recrutements... Ou de l'éthanol. Ou de l'éthanol, oui, tout à fait. Pas de fuel, voilà, j'étais sûr que je préférais anticiper le coup. L'image était mal choisie. Ou de l'hydrogène. Voilà, très bien. Ou de l'électrique pour terminer le panel. Allez, on arrête. Alors, de l'hydrogène féminin, comme ça. De l'hydrogène féminin, c'est très joli. Et donc, tout ça pour dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir cette attention permanente dans la gestion, justement, des promotions, des recrutements. Et
le dernier point sur lequel on s'appuie, c'est aussi un réseau qu'on appelle NEO chez Alliance France et dans toutes les entités Alliance qui sont présentes en France et dans le groupe aussi d'ailleurs, et qui a vraiment pour vocation à travailler ces sujets d'inclusion, de diversité, d'équité, et qui va même au-delà de la question du genre en fait. Mais c'est vrai que typiquement, la capacité à rassembler les femmes pour des éléments de networking, à les mettre face à des mentors, à des sponsors, puisque moi je l'ai dit, dans ma carrière ça a été hyper important. Ça fait partie des choses qu'on essaie quelque part de systématiser au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que la Covid a rendu ces choses-là un peu plus compliquées, donc une vigilance accrue chez Alliance France pour essayer de compenser la distance, le fait qu'on se voyait moins, etc. Juste un petit mot, Lucille, sur ce que vous entendez. Là, ça... Vous dites qu'il y a quand même plein de choses qui avancent. Il y a le débat sur la finance qui peut évidemment orienter. Il y a quand même la volonté dans des secteurs assez industriels et très garçons d'accélérer. C'est moins vrai pour l'assurance où le secteur est assez féminin. Comment vous regardez cette première partie de débat ? Je suis optimiste parce qu'il y a quand même énormément d'ingrédients qui sont en train de se mettre en place pour faire bouger les lignes. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que dès qu'il y a un petit détachement, chasse le naturel, il revient au galop. Mais je voudrais insister sur le fait que moi, je suis devenue très, très engagée, comme on le sait, depuis 9 ans maintenant, au contact des femmes que j'ai rencontrées en tant que chasseur de tête. Et à un moment donné, voilà, j'étais en train de constituer une base de données pour mettre des femmes dans les conseils d'administration pour aider la loi Copé-Zimmermann. Et quand je voyais à quel point elles sont capables de gérer leur vie professionnelle, des voyages, souvent 3-4 enfants, au détriment d'elles-mêmes, et qu'en plus, elles n'ont pas forcément confiance en elles. Alors là, c'est pour cette raison et pour ces raisons que moi, je suis fascinée par ce que les femmes sont capables de faire et révoltée parce qu'il faut des quotas pour prouver cela, parce qu'il y a encore des hommes qui doutent de ça et qu'il faut encore éduquer en 2021 les pères, les dirigeants, les politiques. Enfin, il faudrait que tout le monde ouvre les yeux et se rende compte à quel point les femmes sont formidables et à quel point les hommes et les femmes ensemble, voilà. Messieurs, les femmes sont formidables. De la performance. Je veux dire, on va pas dire le contraire, évidemment. Non, mais, bien sûr, évidemment. C'est tellement incroyable qu'on en soit encore là à avoir des débats de ce genre. Je vous la pose, mesdames, cette question, et je la pose aussi à Lucille indirectement. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? C'est très subtil comme question, parce que qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est un conseil d'administration alors qu'auparavant il y avait que des hommes ? Qu'est-ce qu'elle vient apporter ? Quelle dynamique elle apporte ? Quel regard elle apporte ? Différent. On parle de performance. On voit qu'il y a quand même des études extrêmement claires qui montrent, d'un point de vue financier, qu'il y a de la performance. Qu'est-ce que vous avez l'impression ? C'est subjectif. Oui, c'est très difficile de répondre à cette question sans tomber dans une sorte de stéréotype. Alors du coup, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la dynamique du conseil d'administration ou du COMEX qui existe. Parce que, et de la façon dont on vous a accueilli dedans. Voilà, aussi. Et puis en fait, dans l'occurrence, on a des personnalités, y compris masculines, qui ont des versants féminins qui savent exprimer ou pas. Donc en fait, je dois dire... C'est psychanalytique notre débat. On a démarré, Mais en l'occurrence, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je sais que si je réfléchis à ce que je suis, moi, je suis quelqu'un déjà d'extrêmement collaboratif. Moi, j'aime la dynamique d'équipe, le collectif, et donc c'est vrai que j'ai tendance à venir apporter du liant, à créer de la relation informelle qui facilite aussi les moments de crise, justement. Donc quand on se retrouve face à quelque chose de difficile, on a construit des relations interpersonnelles qui permettent d'avancer peut-être plus efficacement et plus en cohésion. Je pense qu'il y a aussi une question de... Et alors là aussi, je ne veux pas tomber dans le stéréotype parce qu'il ne faut pas exagérer. Il y a une question de travail aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression souvent que les femmes, et c'est vrai que j'ai un peu cette tendance naturelle aussi, veulent se sentir préparées. C'est-à-dire que quand je viens à cette table ronde, par exemple, j'ai besoin de savoir de quoi on va parler, comment ça va se passer. J'ai mes notes, j'ai noté quelques chiffres. Il y a un côté plus structuré et scolaire qui vient de l'éducation, voilà, pour revenir au début. Le syndrome de la bonne élève. Exactement, ou de l'imposteur, parce qu'on veut tellement bien faire, on veut rien rater. C'est ça un peu l'idée. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que parfois, moi je vois en tout cas dans toutes les relations que j'ai eues au cours de ma carrière, je vois quand même cet élément-là. C'est vrai. Là aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des hommes qui font ça beaucoup. Et puis ensuite, il y a peut-être une volonté
autour de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, souvent, quand je suis en COMEX, je réfléchis à comment on va délivrer le projet, comment est-ce qu'on va expliciter les choses à l'ensemble de l'entreprise. On est quand même plus de 10 000 collaborateurs chez Alliance France. Et donc, il y a quand même un enjeu. Il y a le faire et le dire chez vous. Voilà, et comment ça va percoler dans l'entreprise, comment on va communiquer, comment on va associer, comment on va mobiliser. Et ça, c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai beaucoup et je pense que j'apporte dans mon COMEX. Anicia, comment ça se vit, votre rôle et ce que dit Corinne est très intéressant par mon expérience de télévision. Les femmes ont plutôt tendance à plus préparer, à surpréparer d'ailleurs, peut-être même trop en faire. Vous avez cette impression-là? Oui, pour être une forme de parfaite, quoi, pas faire d'erreur. J'aurais répondu à peu près. Elles sont attendues. Oui. J'aurais répondu à peu près la même chose et pour tomber, peut-être dans d'autres stéréotypes aussi, mais je pense que ça joue aussi sur la façon d'être aussi des femmes. Un autre cliché, ce serait quand une femme commence à taper du poing sur la table ou à crier un peu, elle est hystérique, alors qu'un homme a du caractère. Je parle des femmes politiques, souvent c'est le cliché qu'on donne. Tout à fait. Une femme ne peut pas s'énerver, ne peut pas s'emballer, sinon elle est hystérique. Donc on apporte aussi peut-être du calme aux réunions ou autres. Donc c'est peut-être un autre argument. Et je dirais... Et le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un débat qui est terrible. Clair. Oui, et qui est très très fréquent. Et je pense que le rôle du mentor, notamment, et le rôle de la... Tu peux le faire, vas-y, exactement. Tu peux le faire. Et nous, par exemple, en école de commerce, on se dit aussi que c'est bien de faire de l'empowerment pour les femmes, qu'elles y aillent, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on éduque les hommes. Parce que ce sera des futurs collègues, ce sera des futurs conjoints, etc. Et que ce côté-là dont on parlait tout à l'heure est aussi très important. Essentiel. Et le troisième point, ce serait... de toute façon, l'apport de la diversité. On en discutait aux dernières assises de la parité sur le fait que la parité, c'est le fer de lance pour toutes les autres discriminations. Tout à fait. Essayons avec la parité et puis après, c'est la porte d'entrée. Exactement. Et après, ça agrège tout le reste. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi, quand on aura un board très divers, la performance s'améliore encore plus. Juste, je m'adresse à Guylain et à Hugo, mais je suis un homme. Quand une femme a des difficultés de garde d'enfant, ça arrive souvent, la nounou, elle est malade, il faut courir. On se sent parfois, j'imagine, quand on est une femme, un peu embarrassée d'aller voir son manager et de lui dire écoutez, je pars à 17h, parce que ça, c'est très concret, ça, c'est la vie du quotidien. Alors que je pense que c'est plus facile de le dire à une femme qui a des enfants et de lui dire écoute, je suis en galère, pour le dire un peu cash. Et je sais, Hugo, je caricature un peu, mais, est-ce que les managers femmes sont plus à l'écoute ou après tout, les manageuses femmes, elles sont manageuses. Je vais vous prendre mon exemple personnel, puisque ma femme est au board de sa start-up aussi. Pas simple. Mais en fait, on a une égalité parfaite. C'est-à-dire que en fait, tous les dimanches soirs, on regarde notre calendrier. On dit ok, qu'est-ce qui est important pour toi? On stat, en fait, on met une proba. C'est vrai. Et après derrière, on dit ok, ça tu peux le faire sauter, ça tu peux pas, etc. Et Moi, je peux pas parce que j'ai un truc incontournable. Donc exactement. Que tu gères. Et en fait, nous on vit tout ça en fait. On a un enfant, donc en effet, ça a généré un certain nombre de sujets d'agenda. Mais c'est vraiment l'importance en fait de la réunion. Et c'est complètement équilibré. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis avec vous, donc elle l'a emmené. Ce soir, elle a un board, c'est moi qui vais le chercher. Enfin, je prends un exemple extrêmement simple, mais c'est le partage des tâches aussi. C'est le partage des tâches. Je vous entendais en intro de débat parler justement d'autres tâches, et je vous assure qu'on est à parité également. Et pas simplement, je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire que je le vois aussi avec mes amis d'école de commerce. On est tous à la même enseigne. Et je vais vous dire, il y a une vraie parité et il n'y a pas de débat. Guylain, je ne vous demande pas si vous passez l'aspirateur, évidemment, je ne vous le demanderai pas ça sur le plateau, mais il y a un débat quand même qui est posé sur automatique, ce qu'évoquait Pierre Gomy en introduction, Lucille, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ça avance, mais c'est très ancré quand même, il y a quand même quelque chose de très ancré. Mais vous savez, moi qui patriarcal, un peu. Sur ces sujets-là, moi qui côtoie beaucoup de monde, et puis on voit les chiffres, il y a quand même à Paris un divorce sur 2, les gardes alternées qui sont de plus en plus appliquées, donc les hommes ont les mêmes problèmes. Il ne faut pas les oublier, ces hommes qui sont aussi en galère pour aller chercher leur enfant. Et vous parlez d'une femme qui devrait aller négocier avec son manager le fait de pouvoir partir plus tôt, etc. Mais moi, je pense c'est encore pire pour un homme. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de discussions avec des collaborateurs qui me disaient moi, je ne peux pas dire que je dois partir à cette heure-là pour aller chercher mes enfants à l'école parce que dans mon entreprise, ça ne se fait pas. Ou je ne peux pas refuser la bière d'après boulot parce que quand on est un homme, on va la boire, ça fait partie du code. Et donc je pense que
Moi, souvent, c'est comme ça que j'embarque aussi tout l'ensemble de l'entreprise sur ces sujets-là. C'est que, comme vous le disiez, je pense que le chemin qu'on est en train de faire autour de la parité doit permettre à chacun de pouvoir être soi-même dans l'entreprise. Pas qu'aux femmes, en fait. Et je pense que beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui enfilent un uniforme en arrivant au bureau. Ne pas créer d'opposition hommes-femmes. Parce que exactement. Et moi, je pense que c'est pour exactement pour les raisons aussi qu'Hugo évoquait. C'est que, en fait, aujourd'hui, les hommes ont les mêmes les jeunes hommes, en tout cas, ont les mêmes problématiques que les jeunes femmes. Guy, attendez, allez-y. Parce que les réponses de votre question précédente. Parce qu'on a parlé plutôt des femmes dans des métiers, on va dire, tertiaires. Mais parce que là, dans des métiers techniques, ouais. Une femme technicien, une femme chauffeur, chauffeur de camion. Bien sûr. Forcément, en termes de relations clients, c'est pas du tout la même chose qu'avec un technicien homme. Je pense que... Qu'est-ce que ça change? Le regard, la façon dont on s'exprime? Le regard change, l'image de l'entreprise change forcément. La manière d'aborder un problème va sûrement changer. La manière de réagir, peut-être, si c'est un homme en face, pourrait avoir tendance peut-être à s'énerver, à s'agacer. Peut-être que sa réaction va être différente. Et puis ensuite, il y a le fait que nous, qui sommes dans des métiers de service, et donc autour de tout ce qui est finalement du chauffage, il y a une notion de confort derrière et de bien-être, et de facility management d'ailleurs aussi. Et je pense que le regard d'une femme peut être d'ailleurs plus accentué sur cette notion de confort, de bien-être, de satisfaction client. Voilà, alors c'est peut-être des stéréotypes ce que je dis, hein, mais en tous les cas, nous, c'est aussi ce à quoi on peut être attentif. Je voudrais vous poser une question abrupte, puisque j'ai posé la question de la même manière à Lucie dans cette première partie d'émission. Faisons un petit peu de politique pour le coup, puisque les assises 2021, il y aura les assises 2022 en pleine campagne présidentielle, à un mois du premier tour de la présidentielle. Il y aura donc des candidats et qui seront interrogés sur 1000 sujets, le sport, l'économie, mais aussi les questions de parité. Vous qui êtes des acteurs de la vie économique, commençons par Corinne, quota ou pas quota? Cette question renvoie toujours au débat des États-Unis, on nous dit que ce n'est pas le même modèle. La loi Copé-Zimmermann est une loi de quotas, on est d'accord. Vous parlez aussi des quotas dans les COMEX? Vous parlez de tous les quotas? De tous les quotas. Est-ce qu'il faut, au-delà de ces quotas en conseil d'administration, c'est validé, c'est voté, ça fonctionne? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des niveaux inférieurs à l'entreprise, des COMEX, jusqu'au manager sur la question? Il y a un projet de loi en cours. Non, mais le projet de loi Rixin. C'est ça. Voté à l'unanimité à l'Assemblée, si je ne m'abuse. Et nous attendons le Sénat. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, c'est compliqué. Les niches parlementaires, pour être un peu techniques, vont se resserrer. Et bientôt, dans 2 mois, il n'y aura plus d'espace, il n'y aura plus de débat. La campagne commencera. Donc, je pense que ça va être repoussé après la présidentielle. Alors moi, je rejoins un peu ce que disait Lucille tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, je n'aimais pas du tout l'idée du quota. Ah oui. Pour toutes les raisons qu'elle a pu évoquer, positive. Voilà, le côté où on se dit finalement je vais être une femme caution. Mais en fait maintenant, avec le recul et quand je vois ce que la loi Copé-Zimmermann a rendu possible et quand je vois comment ça se passe dans d'autres pays européens où il n'y a pas ce type de loi, en fait force est de constater que c'est la seule manière de faire. Et donc je crois que c'est Viviane Reding, l'ancienne commissaire européenne, qui disait je n'aime pas les quotas mais j'aime ce qu'ils rendent possible. Et moi je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire que je préférerais qu'on s'en passe, très honnêtement. Mais quand je vois la lenteur de la progression et le fait aussi que cet équilibre est quand même assez instable, je pense qu'il faut réussir à l'ancrer. Et le fait est que je trouve que l'enseignement de la loi Copé-Zimmermann, c'est que quand on le fait, ça marche en fait. Voilà. Non, surtout on est d'accord. Les femmes compétentes sont là, elles existent. C'est pas mettre des femmes pour des femmes, il y a les compétences. Excusez-moi Lucille, quand vous dites des femmes compétentes, j'ai beaucoup échangé avec des femmes qui vous disent, pour le dire cash, j'ai été dépassée par un type qui était moins compétent que moi. Moi j'ai le plafond de verre parce que je suis une femme, parce qu'on m'a fait comprendre que je pouvais être enceinte, que c'est ça toutes les contraintes que subissent les femmes, pour le dire un peu négativement. Oui, alors ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'inverse avec toutes ces quotas et cette législation. Il y a des hommes qui disent « et nous, que va-t-on devenir ?» Exactement. Donc, il faut les rassurer, s'ils sont très bons, il y aura toujours de la place pour eux. L'IM Forum, International Main Forum. Mais vous savez, chez le WF, on accueille et on rassemble les hommes. On n'est pas du tout discriminant. Vous n'êtes pas en opposition, c'est pas du féminisme dur contre les hommes. Pas du tout. C'est tous ensemble pour avancer. Bien sûr. Vous en pensez quoi, Hugo, la politique des quotas? Parce que vous nous parliez de la finance. Je pense que la finance peut être un levier très important, les ESG en tout cas. Il y a 2 échelles. Je suis normand, donc je vais vous faire une réponse de normand. À l'échelle de la start-up, je ne suis pas pour des quotas à l'initialisation de la start-up, parce que c'est tellement difficile déjà
de travailler avec les grands groupes. On a tellement de contraintes, etc., que rajouter une contrainte par quota, c'est compliqué. Par contre, après, une fois que la start-up devient une scale-up ou qu'elle se développe et qu'elle devient une entreprise avec un marché, etc., on peut se poser la question, et là, j'y verrai pas d'inconvénient. Maintenant, à l'échelle de la finance durable, en fait, on peut mettre des... Je n'ai pas vraiment de réponse à la question, je peux juste vous dire le réel que je vois, c'est en train d'arriver, par défaut. Bah oui. Sans quota, en fait, la finance durable, je sais pas si chez Cage vous le faites, mais il y a maintenant des études spécialisées en finance durable, et je n'ai pas les statistiques, mais vu les CV qu'on reçoit, nous, en bout de ligne, je pense qu'on est à 50, voire 60, 70. Je vais parler d'une association, d'ailleurs, on en avait parlé... qui est les AFR, les acteurs de la finance responsable, je vous fais un peu de pub aujourd'hui, qui a été montée en fait par deux femmes qui travaillent dans la finance durable et qui a créé une association pour justement faire émerger des propositions et des réflexions autour de la finance durable. Et il faudrait leur demander les chiffres, mais elles sont deux femmes, et quand on regarde les 200 ou 300 membres, je pense qu'on a une majorité féminine. Et d'ailleurs, ça serait très intéressant, Lucille, que vous les fassiez venir un jour. Voilà. Ça, c'est important. Les quotas, vous en pensez quoi chez Cage? Parce qu'il y a un métier, on a évoqué les métiers techniques du secondaire, pas si simple, les chauffeurs, les techniciens, puis il y a aussi les métiers de l'IT, où il y a une pénurie, et c'est vrai que dans l'IT, il y a beaucoup d'hommes. C'est compliqué. On ne l'a pas côté ingénieur, puisque l'IT, vous pouvez l'avoir côté ingénieur, bien sûr, avec le développement, et puis côté école de commerce, et on sait tous les biais. Aurélie Jean en parle suffisamment pour savoir que c'est important d'avoir une diversité dans l'écriture des algorithmes notamment. Et donc nous, on a, et c'est quasiment le cas pour toutes les écoles de commerce, 50% au début à l'entrée des écoles. Et c'est après que certaines, alors je suis d'accord, on a un master en finance durable, et voilà, et c'est un petit peu différent en effet. Mais on va ouvrir là, à la rentrée de 2022 un master spécialisé justement en data analytics. Et donc l'idée, c'est d'arriver aussi à flécher les étudiants. Excusez-moi, comment techniquement? Parce que l'enjeu, une fois qu'on l'a dit, on l'a dit, comment vous allez chercher finalement dans les lycées, dans les prépas? Comment on fait là techniquement? Parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faut aller directement dans des foyers, rencontrer ces jeunes filles, enfin dans des... Comment on fait? Alors, on intervient dans les lycées, et notamment, on le sait... Conférences, présentations. Exactement. En première, il y a 3% des filles qui choisissent l'option numérique et sciences de l'informatique. Très peu, donc de toute façon, derrière, on est limité par ça. Mais en allant leur proposer, on leur propose, alors en prépa, mais souvent en classe préparatoire, mais souvent du coup ça inonde le lycée où sont les classes préparatoires. Et puis on a un gros développement aussi sur tous les territoires qui ne sont pas forcément accessibles comme les zones urbaines, et où là on va aussi sourcer et parler de ces métiers sur lesquels souvent peut-être les conseillers d'orientation, parce que c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui ont vraiment un poids très fort par rapport aux métiers qu'ils peuvent proposer aux lycéennes, aux collégiennes quand elles se construisent. Ils sont aussi pointés du doigt, au-delà des questions de parité, sur des choix même d'orientation, puisqu'on en voit aujourd'hui des effets négatifs, même si l'alternance, les métiers techniques se développent depuis quelques années. Mais il y a tellement de métiers que c'est on a beaucoup orienté vers les sciences humaines et un peu vers les métiers techniques. Vont disparaître avec le digital, et il y a d'autres métiers qui vont apparaître. Il y a 30% des métiers qui doivent s'intégrer naturellement. Un tout dernier mot, Guilain, sur les quotas. Alors évidemment, ça dépasse vos compétences, mais la FEDEN peut être, comme d'ailleurs les membres du COMEX Alliance, peut être auditionné par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Moi, j'ai une vision un peu plus libérale et je préférerais la carotte que le bâton. Et puis là, je vais plutôt répondre au nom des... Parce qu'on a plus de 50% d'entreprises qui ont moins de 10 salariés dans nos entreprises. Il y a des grands groupes, certes, et qui répondent peut-être plus facilement à des logiques de quotas. Pour des entreprises régionales, des ETI, des PME, des très petites entreprises, c'est plus compliqué. Et je préférerais qu'il y ait une incitation, une sorte de récompense, et plutôt que des pénalités ou des obligations. Voilà. Moi, je pars du principe que les meilleurs attireront les femmes, alors, en travaillant sur l'image de l'employeur, sur la marque employeur, la promotion. Tout à l'heure. Toutes ces actions sont importantes et je préférerais favoriser ça et que ceux qui le font récupèrent le fruit de ces efforts plutôt que d'avoir une obligation.
Juste un mot, j'ai reçu une invitée il y a quelques jours qui m'expliquait, alors dans une mutuelle cette fois-ci, mais qui disait dans les recrutements, quand il y a une égalité entre un homme et une femme, je prends le genre le plus faible. Est-ce que vous êtes sur ce modèle-là du recrutement qui automatiquement fait passer la femme avant l'homme dans le cadre du recrutement? Enfin, Lucille, je ne sais pas sous votre contrôle, mais vous adhérez à cette idée, puisqu'on en revient au débat où l'homme dit « mais moi je suis compétent, j'ai fait mes diplômes aussi, et pourquoi je ne serais pas pris ?» Enfin, Nous, on est un peu dans quelque chose en fait, c'est justement, moi je crois qu'il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que typiquement, moi aujourd'hui, j'ai des centres de gestion en responsabilité où parfois on a une écrasante majorité de femmes. Et en fait, on fait le chemin un peu inverse aussi, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce que j'aime, c'est l'équilibre. Et donc, je ne suis pas en train de me dire... mixité, bien sûr. Et donc, je pense que de la même manière que dans certaines fonctions, on va avoir une surreprésentation d'hommes ou une surreprésentation de femmes, je pense qu'il faut toujours travailler cet équilibre et faire en sorte que justement il y ait cette diversité qui s'exprime et qui puisse donner tout son plein potentiel en fait. Et donc c'est plutôt là-dedans que je travaille. Et je pense que l'entreprise peut beaucoup, je pense que les universités aussi, mais ma conviction, et ça c'est quelque chose qui d'une certaine manière peut être un peu... un sujet de préoccupation, c'est que moi je pense que ça commence, alors je ne sais pas si c'est à l'utérus, mais en tout cas dès très tôt. Très tôt. Ouais. Et en fait, justement pour tout ce qui est filières qui aujourd'hui sont très peu suivies par des femmes, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'éducation qu'on donne aujourd'hui, que ce soit aux petits garçons ou aux petites filles, qui crée ensuite ces parcours très genrés. Et je n'ai pas la réponse, mais ça va jusqu'aux tenues que les filles portent, qui font qu'elles ne peuvent pas toujours monter aux arbres. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Et c'est pas, pour le coup, c'est pas qu'il faut devenir dogmatique, mais je pense qu'il faut qu'on ait tous cette conscience de la manière dont on projette aussi le genre dans nos familles, y compris... ça démarre dans les foyers, tout ça. Hein. Et y compris chez nous tous, parce que moi-même, je pense qu'il y a des moments où, en éduquant mon fils, par exemple, je fais peut-être des choses qui sont des faux pas. Voilà. Bon, écoutez, le lave-vaisselle. Corinne, on vous pardonne. Nous sommes tous des parents qui faisons des faux pas. Voilà. C'est ça, on fait pour le mieux, même. On fait pour le mieux. Plus difficile. Lucille, un mot de conclusion. On a balayé pas mal de choses avant de se projeter. On a balayé pas mal de choses. C'est vrai que l'idée, c'est de présenter... Les hommes et les femmes, la main dans la main. Est-ce que ça vous va comme formule? Puisqu'on a quand même évoqué cette question avec Corinne Sipierre et avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas en opposition. Mais pas du tout. Il faut marcher ensemble pour réfléchir. Comme dans une famille. On est d'accord. D'une famille. Sauf les couples qui explosent, parce que évidemment. Oui, mais voilà. C'est un pari, puis la vie est de plus en plus longue. C'est voilà. ça. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aux prochaines assises de la parité, certes, on va continuer évidemment d'évoquer tout ce qu'on vient de dire pour les groupes, pour les ETI, mais on va se consacrer aussi aux PME, aux start-up. On va vraiment englober toutes les tailles d'entreprise pour distiller ce message de la parité. Car on a trop tendance à focaliser sur les grandes... Voilà. Et le marché de l'emploi, c'est aussi la région et les PME. Ce qu'évoquait d'ailleurs Guilain et Chassériau sur la difficulté des PME. Effectivement, il ne faut pas les brusquer. En tout cas, peut-être que la loi doit être évolutive en fonction de la taille de l'entreprise. Enfin, je pense que je ne veux pas me substituer aux législateurs. Merci à vous. On a une troisième partie, Lucie. L'émission n'est pas terminée parce que là, on va parler concrètement de la manière dont vous envisagez de challenger les candidats. Je voulais remercier mes invités de les laisser repartir dans leurs univers respectifs. Corinne Sipierre, chargée service client, membre du COMEX, qui nous a parlé à cœur ouvert sur ce plateau. Merci d'être venue, nous a fait l'honneur de venir. Merci à Anicia Gegler, professeure, parce que je ne l'ai pas... Et doyenne associée. Et doyenne associée. Non, mais voilà. Professeure au Cambridge Business School et doyenne associée sur ces questions d'inclusivité au sens large, sur lesquelles on a beaucoup parlé d'égalité et de parité. Guilain et Chassériau, merci d'être venus. C'est la FEDEN. Vous représentez combien de salariés au total pour conclure? 70 000. 70 000 salariés, de très grands groupes, mais aussi des entreprises plus modestes. Dans les régions, partout dans les régions, une grosse partie en Ile-de-France, mais bien sûr partout dans toutes les régions, au cœur des territoires. Centré sur l'énergie, parce que je parlais des déchets, mais c'est principalement les métiers de l'énergie. Hugo Ratero, merci d'être venu sur le plateau, de faire partager votre agenda partagé avec votre femme, pour mieux s'organiser dans le quotidien. Ça part aussi de là, la manière dont on peut avoir une carrière quand on est une femme. C'est aussi libérer le soir des réunions et de pouvoir vivre sa vie de cadre et de manager. Associé de Scale Risk, c'est de la finance, et on a parlé.
C'est parfaitement dit. d'ESG. On fait une courte pause en images. Les assises 2021, c'était un peu rocambolesque. Hein. Je ne les ai pas vécues avec vous, mais c'était compliqué 2021, ces assises, Lucille. C'était compliqué. C'était dans un format digital, mais l'agence qui nous accompagne a fait un travail extraordinaire. Quelques images, parce que c'était un défi technique dans un contexte très particulier qui était le Covid. On l'a tous vécu, évidemment. Regardez. 7000 personnes en ligne. Retour en plateau pour cette troisième partie d'émission, pour se projeter, je l'évoquais dans mon introduction, pour parler de cette campagne présidentielle. Lucille, vous me présentez vos invités, vous les connaissez bien parce que vous partagez des aventures depuis les assises. On a vu les images de ces assises 2021, c'est intéressant. D'abord, c'était techniquement pas simple, mais ça a été réussi. C'était vraiment techniquement pas simple, ils ont réussi un exploit. Est-ce que vous nous présentez vos invités, bien sûr, nos invités? Caroline Schindler qui s'occupe de toute l'organisation, de la coordination, qui est un élément clé, une cheville ouvrière. Indispensable, voilà. Et Mathieu, le président Mathieu de l'agence. Gabet. Mathieu Gabet, oui, je dis Mathieu parce que je te On est ravis de se reprojeter, Lucille, dans les assises 2022 qui vont arriver. Voilà. Peut-être que pour commencer, tu peux nous faire un petit feedback de ta perception de ce qui s'est passé, de ce qui est sorti sur les assises. On voit quelques images, on vient d'en voir à l'instant des assises 2021. Qu'est-ce qu'on en a retenu véritablement avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qui va se passer en matière de décideurs mobilisés. C'était près de 7000 décideurs qui étaient mobilisés. Il y a eu des live sessions, il y a eu des tables rondes, il y a eu des ateliers. Qu'est-ce que tu en retiens dans les grandes lignes pour le présenter finalement à toutes les entreprises et les institutions qui étaient présents l'année dernière et qui vont vouloir se projeter l'année prochaine, et à toutes celles et ceux qui vont vouloir nous rejoindre cette année? Oui. Déjà, une journée d'une richesse incroyable et un intérêt de la part des dirigeants pour venir à ce type d'événement, puisque autant en année 1, nous devions faire nos preuves, donc c'est un petit peu plus compliqué de les convaincre de rejoindre ces assises de la parité qui, encore une fois, ont une vocation de rassembler les femmes et les hommes. Moi, je défends Mordicus. C'est très important. Ah, mais c'est très, très important. Pas être en opposition, mais être dans un mouvement commun. Mais pas du tout. Il faut que nous fassions ensemble et les assises incarnent cela. Et ça, je crois que ça a été entendu et compris. Et durant cette journée, en réponse à ta question, Mathieu, c'est la diversité des personnes présentes autour des tables rondes, que ce soit dans les métiers techniques, des métiers d'ailleurs très très masculins, des politiques, des représentants des médias, et pas des moindres, puisqu'on avait les présidents, des start-upeuses qui sont venues pitcher. Là, le pitch, le mot est entendu par rapport à tout à l'heure. Effectivement, un très beau challenge start-up. On voit quelques images par rapport à ça. La charte d'engagement aussi, qui a été
porter, on en reparlera tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut la faire vivre, des études, on sait que Kantar a porté un certain nombre d'études, mais aussi Centrale Supélec qui a réalisé une superbe étude pour justement mesurer quel était l'impact en termes de performance sur le sujet de la parité pour les entreprises, les 120 plus grandes entreprises françaises. Donc vraiment une très très large action qui a été menée et encore une fois plus de 7000 décideurs, hein, c'est important que toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui se rendent compte de ce que ça veut dire et pas seulement dans un écosystème parisiano-parisien mais au cœur des territoires pour être vraiment en proximité sur le sujet. Caroline. Ce qui était important aussi dans cette journée-là, c'est qu'on est sorti d'un débat en fait. On est arrivé avec des réponses concrètes et opérationnelles, avec des phases de coaching, des ateliers pratiques, pour vraiment sentir qu'il y avait une envie dans le monde économique, mais aussi vraiment des réponses opérationnelles et concrètes pour mettre ce mouvement en marche directement dans les organisations. Donc... Et aussi, on l'a exprimé, je le redis, la volonté de la part des membres tout au long de l'année d'aider les COMEX des entreprises partenaires pour justement contribuer à faire en sorte qu'elles appliquent la parité et de ce regard extérieur important. La deuxième chose qui a été importante cette année aussi sur l'édition, c'est d'arriver sur des métiers qui étaient trop féminisés et de laisser une place aux hommes aussi dans ces métiers-là. C'est l'autre aspect de la parité, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur cette notion d'équilibre. Exactement, et quelquefois à contre-courant. Mais c'est important pour nous de le maintenir et de rester sur cette ligne-là. Le chauffeur routier qu'on évoquait, femme, mais aussi l'homme qui travaille sur des centres. Et en termes de mobilisation dans les entreprises et dans les institutions. Et dans certains secteurs, la petite enfance, les métiers d'accueil, etc. C'est des sujets sur lesquels on a travaillé, on reviendra. Et ce qui a été très important et que l'on a initié cette année, c'était vraiment ce continuum et qui fait vraiment le lien avec la table ronde que l'on a eue entre la jeunesse, le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise pour vraiment accélérer ce mouvement. Un point aussi que je trouve très intéressant, c'est que ça n'a pas été juste un événement, mais c'était un vrai dispositif tout au long de l'année. Et là, on découvre à l'écran, finalement, la façon dont ça va se passer en 2022. Donc, 6 janvier 2022, lancement des assises, véritablement avec ce groupe d'entreprises et d'institutions. En avant-première, on vous révèle que les assises de la parité auront normalement lieu le 17 mars 2022, à peu près un mois avant la présidentielle, même si on ne veut surtout pas politiser le débat, on reviendra dessus tout à l'heure, il y aura un certain nombre d'éléments. Et puis derrière, un club des partenaires qui se réunit, qui échange, qui partage, garder du lien finalement à l'intérieur de tout ça, même si évidemment toute la partie clé forte du dispositif va se retrouver, va être portée sur le début de l'année 2022 et on devrait avoir une belle visibilité par rapport à tout ça. Donc d'ici le 6 janvier, n'hésitez pas, revenez vers nous parce qu'on va repartir sur une phase de co-construction. Vous savez que c'est la manière dont on aime faire ces assises et on aime ouvrir aussi auprès des autres réseaux. Donc vraiment, un peu un appel à la mobilisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de fédérer et de rassembler toutes les bonnes pratiques, toutes les initiatives. N'hésitez pas d'ici là à revenir vers nous tous. Ce que tu dis, Caroline, est important. Souvent, on nous pose la question en nous disant finalement quel est le programme des assises, comment ça se passe. Alors oui, maintenant, on a un historique par rapport à ce qui a pu être fait. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette logique de co-construction et puis surtout de vous donner clé en main tout un dispositif de communication prêt à utiliser. Ce qu'on a vu avec maintenant presque 3 ans de recul, c'est que la force du dispositif, ça va être d'y aller ensemble et que ça va être de vous faciliter la vie au sein de vos entreprises, au sein des directions de la communication, au sein des porteurs de projets chez vous pour que vous puissiez rendre ça visible, évidemment en interne, mais aussi auprès de votre écosystème. Et donc là, vous voyez tout ce qui est mis en place en matière de communication, en matière de kits et d'outils qui vous facilitent la vie. C'est très concret, c'est très opérationnel, Arnaud, mais ça permet vraiment de faire bouger les lignes. Peut-être que Caroline, tu peux aussi nous dire quelques éléments sur le volet médiatique. On avait la chance d'avoir tous les grands patrons de médias qui étaient présents, mais aussi tout un relais médiatique tout au long de l'année finalement 2021 et évidemment ça sera la même chose l'année prochaine. Voilà, donc on va rester sur la recette qui est gagnante, mais donc on a un dispositif qui part des partenariats installés avec certains groupes et on va repartir là-dessus. Évidemment, un bureau de presse propre aux assises qui est là pour alimenter l'espace médiatique, leur donner des informations, partager
les études et toute la donnée. Faciliter la mise en relation, c'est toujours très important avec les participants et tous les partenaires des assises, parce que ce qui fait la richesse aussi de ces assises, c'est d'arriver tout de suite sur la rencontre, du témoignage, des retours d'expérience de terrain. Et nous, on est vraiment là pour faciliter cette mise en relation et cette relation entre les journalistes, les médias et les participants des assises. Alors la question qu'on se pose maintenant, Arnaud, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? Bien sûr, et en 2022, il y a la présidentielle, et vous les challengez avec la charte d'engagement, j'imagine ? Alors sur la présidentielle, Lucille, quelle est ta vision ? Bien, moi, je serais vraiment partisante d'interviewer dans la boule de cristal. les finalistes. Tout ce qu'ils comptent faire pour les femmes, mais pas pour faire joli. Attendez, Lucie, vous nous dites face caméra que vous leur lancez une invitation et que vous leur proposez de venir être challengés sur une liste de questions précises auxquelles ils vont devoir répondre ou s'y plier. Bien sûr, écoutez, je regarde la caméra et je leur dis que nous les recevrons et nous les questionnerons sur le programme qu'ils comptent mettre en place pour favoriser la place des femmes dans les sociétés, aider davantage les femmes battues, mais ça c'est un sujet qui est terriblement d'actualité et le gouvernement actuel s'en occupe, mais il faut faire toujours plus et toujours mieux. Enfin, aider la femme sur tous les sujets dans leur globalité. Ça, et on sera ravis de les écouter. Et ça aura un impact. L'année 2021 était l'année de l'impulsion. L'année 2022 pour les assises de la parité sera l'année de l'accélération. Caroline, tu peux nous expliquer ce que ça va vouloir dire concrètement le 17 mars 2022 et tout au long de l'année ? Alors l'année d'accélération, pourquoi ? Parce qu'il y a une impatience en fait finalement, il y a une forte envie, on l'a vu, il y a une forte envie, en fait il n'y a plus de débat, donc maintenant on passe à l'accélération dans le changement et dans l'action. Et l'année dernière on s'est créé les conditions de cette impulsion-là, et on a identifié un certain nombre de modalités pour transformer dans les organisations et les entreprises. Du dialogue entre les dirigeants et les parties prenantes des questions de parité, du dialogue entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur, du dialogue entre le monde de l'entreprise, le monde des médias et le monde de la culture. Donc on a les bonnes recettes aujourd'hui pour passer à l'étape suivante. Donc voilà pourquoi on parle d'accélération. Pourquoi on parle d'accélération ? Parce qu'on se dit qu'on parle de Copé-Zimmermann, mais il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans se sont passés et on est encore à avoir les mêmes débats, les mêmes sujets. Donc nous, on a juste envie de se dire, on y va. On a vécu une année difficile l'an dernier, on a eu le Covid, on a tous envie de passer à autre chose, on a envie de nouvelles sociétés, donc voilà, c'est le thème des assises cette année. Qu'on va décliner sur l'ensemble des éléments. C'est-à-dire qu'on est dans l'accélération, dans la facilitation des échanges, donc on va renforcer ce qui a été très apprécié l'an dernier, c'est-à-dire le networking, le dialogue vrai, franc, direct, concret. Se dire les choses. Exactement, donc c'est vraiment la manière dont on va revoir cette configuration à la fois en physique mais aussi dans de l'interactivité parce qu'on sait qu'il y a une appréciation. C'est vrai que tu le disais Arnaud, ça a été réalisé dans des conditions très particulières cette année, mais finalement ça a été extrêmement apprécié parce qu'on a pu regrouper dans l'immeuble de la parité, donc on a transformé l'agence en immeuble de la parité pendant une journée. Avec des studios. Exactement, avec 3 studios, donc on va garder, on a fait une grande étude auprès de l'ensemble des participants et merci à tous pour vos différents retours, ce qui nous ont permis aussi évidemment de construire ça pour que ce soit en plus possible en adéquation avec ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc de garder de la continuité, mais comme le disait Caroline, de donner plus d'échanges, plus de networking. Donc on aura un espace dédié en plus permettant d'abord d'avoir plus de participants pour entreprise. Et vous allez voir, on va aussi pouvoir intégrer un petit peu plus de parties prenantes. Donc de garder ce volet digital qui va nous permettre d'aller au cœur des territoires, d'embarquer toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément dans ce quotidien de la parité. Et donc de participer au travers de ça à faire bouger les lignes, mais aussi de mobiliser toutes celles et ceux qui, à Paris, vont pouvoir faire bouger ça. Et on lance un appel à toutes les entreprises qui sont fortement présentes en province pour faire en sorte qu'on ait aussi des relais dans les entreprises partenaires. On reviendra dessus quand on sera un petit peu plus concret et qu'elles nous auront confirmé leur participation. Mais certaines nous ont dit qu'elles voulaient organiser une table ronde localement en région et donc il y aura aussi des relais régionaux. Donc du digital, du relais régional et du networking. Oui, c'est pas que les entreprises parisiennes et les grandes entreprises, c'est important de le dire. C'est tout le territoire qui doit être engagé. Et au-delà des frontières, parce que n'oublions pas qu'IWF
est un réseau international, et que cette année, nous comptons inviter des présidentes de pays européens et de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Les pays du Nord, souvent, qui sont cités en modèle, mais pas seulement d'ailleurs. Tout à fait, c'est ce que j'allais ajouter. Donc on a quand même la présidence française au niveau européen à partir de janvier. Donc on va être dans cette ambiance aussi. Donc nous aussi, on va avoir la volonté d'avoir un pendant pour bénéficier des bonnes pratiques européennes. Et c'est vraiment la philosophie et les grandes évolutions pour cette année. Parmi les autres évolutions sur lesquelles on va revenir, c'est vraiment la volonté de rencontre entre les dirigeants et la jeunesse qui sont en attente. On a beaucoup parlé des métiers en tension depuis la relance. Là, on parle beaucoup des opportunités d'emploi et du nouveau rapport au monde du travail. Et on sait qu'il y a des réponses à travers la parité, la gestion de la parité. Donc ça va être aussi un axe sur lequel on va revenir. Donc là, vous avez les tables rondes de l'année dernière qui étaient présentes. Vous avez les CEO et membres de COMEX, en tout cas une sélection qui était là. On n'a même pas eu besoin de mettre qui c'était en dessous parce que vous en connaissez évidemment beaucoup. Et encore une fois, à tous ceux qui nous suivent et qui étaient présents, merci pour votre mobilisation à très haut niveau. C'est ça qui a pu faire bouger les lignes. Donc on va garder cette recette qui gagne, mais évidemment, sous l'angle de l'accélération, tout ça va être revu, co-construit pour fabriquer les tables rondes de demain qui nous permettront en 2022 de faire bouger les lignes avec cette dimension politique, mais qui reste un petit aparté à l'intérieur de tout ça. Juste Lucile, pour qu'on y voit clair, vous challengez les candidats, s'ils viennent évidemment, parce que c'est un enjeu aussi important. C'est quoi votre objectif ? Quel est votre objectif final ? Quel est le dessein final de tout ce combat ? Parce que il y a une forme de combat, il faut faire bouger les lignes. C'est quoi le but ultime ? Qu'on n'ait plus besoin de faire des assises de la parité, que tout devienne fluide et normal. On espère bien, mais même peut-être avant, mais il y a encore du travail. J'ai envie de dire, pour aller plus loin, qu'il n'y ait plus de journée de la femme, qu'il y ait une journée de la parité, parce qu'on arrivait à symboliquement avoir une journée pour mettre en avant ces sujets, qu'il n'y ait plus de sujets en fait. La finalité, c'est qu'il n'y ait plus de sujets. Vous parliez de la globalité de la situation des femmes, puisqu'on parle des femmes dans l'entreprise, de leur situation, de leur positionnement dans la hiérarchie, mais vous alliez plus loin, Lucile. Oui, bien sûr. C'est la femme dans sa globalité. C'est la femme dans sa globalité. Et toujours sans mettre l'homme de côté, parce qu'il ne faut pas qu'il se sente exclu. Il a des filles, il a des épouses. Donc c'est vraiment un combat commun. Ce que vous décrivez là à travers cette animation graphique, c'est qu'on voit que les entreprises vont presque plus vite que le politique. Le politique est souvent un peu en retard par rapport à la modernité de certaines entreprises qui avancent vite. Et surtout, on a vu le fait que ce soit porté dans les structures au plus haut niveau, l'impact interne que ça a généré, l'impact vis-à-vis des fournisseurs, des clients des différentes entreprises. C'est de la marque employeur. Donc on a déjà réussi à faire bouger certaines lignes, il faut continuer, aller plus loin. Donc des tables rondes, des ateliers, vous retrouvez aussi là les thématiques qu'on avait l'année dernière qui vont être évidemment re-challengées sur le thème de l'accélération pour donner de la nouveauté par rapport à tout ça. 17 mars, on rappelle la date. 17 mars 2022. Date potentielle, ça sera le 17 mars. Voilà, les ateliers s'adressent à tout le monde. C'est intéressant aussi de voir que les sujets de parité en fait ont un impact en fonction des fonctions dans les organisations, peuvent avoir des biais différents. Là, on a illustré avec les sujets de négociation à l'international, des enjeux culturels, sur certains métiers aussi. Et donc, on a toute une phase d'ateliers pratiques pour apporter des réponses opérationnelles dans le quotidien en entreprise pour les femmes, en fait, et les hommes, qui peuvent avoir aussi des sujets à traiter dans leur rôle de management. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de... Et là, on est vraiment sur du très pratico-pratique, cours, coaching, encore une fois, pour entrer en principe. Voilà, exactement. L'objectif est que l'auditoire ressorte la journée enrichi. Et même convaincu qu'il faut changer rapidement. Je sais pas de revenir, c'est mon tropisme, mais la charte d'engagement, elle est prête ou vous leur reproposez celle que vous aviez faite en 2021, ces fameux candidats à la présidentielle? Qu'est-ce que vous réinventez de plus que ce que vous aviez écrit en 2021? Elle était très bien, cette charte de l'engagement, non? Alors, ce qui est intéressant avec une charte d'engagement, c'est que ça donne une continuité, c'est une sorte de fil rouge du mouvement. Bien sûr. En revanche, pour qu'un mouvement fonctionne, et si on veut accélérer, il faut aussi le suivre et avoir des phases d'objectivation, etc. Et d'objectifs dans un calendrier. Et de suivi dans le cadre d'un écosystème qu'on met en place. C'est là où on va s'appuyer sur la force du réseau IWF. Et c'est là où ce qui est important aussi, que c'est un dialogue entre un réseau et un écosystème autour des assises. Et c'est là où les membres du réseau IWF autour de Lucile vont être partie prenante et participer pour faciliter le déploiement de certains de ces objectifs auprès des entreprises. Donc c'est un peu un point de départ, cette charte d'engagement. D'accord. Et vous n'avez pas répondu, vous la réécrivez avec des choses nouvelles, parce
parce que depuis 1 an, ça a bougé, où vous dites, après tout, entre 2021 et 2022, ce qu'on proposera aux candidats, peu de choses ont évolué. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Comme le disait Caroline, il y a de la mise en place à faire, il y a forcément du toilettage et des choses à faire bouger. C'est ça. Mais encore une fois, on est dans un mouvement qui est collaboratif et ce sera intéressant de voir tous celles et ceux qui étaient présents. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut faire bouger? Est-ce qu'ils ont commencé à le mettre en place? Leur avis compte. Des besoins par rapport à ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, il faut rester très humble par rapport à ça, c'est que les entreprises et les institutions ne nous ont pas attendus pour mettre en place tout ça. Donc, ça doit être un cadre dans lequel ils doivent pouvoir s'intégrer. Après, ils ont déjà fait plein de choses aussi par ailleurs. Donc, c'est de garder cette guidance un peu globale. Maintenant, après, à chacun de le mettre en œuvre. Et de vivre en fonction de son secteur, de son activité, évidemment. Et ce n'est pas la Constitution non plus. Certains sont allés beaucoup plus loin que ce qui a décrit dans cette charte. Donc c'est plus. On peut peut-être reparler des startups. Arnaud, on avait un jeune start-upper startupper tout à l'heure qui était exactement dans la finance, hein, c'est intéressant. Donc très beau tremplin qui a été créé l'année dernière. Hein, plus d'une centaine de startups qui ont postulé, 20 finalistes qui sont venus pitcher. Comme on va avoir plus de place et qu'on va pas être dans un dispositif uniquement digital, on aura les startups qui seront présents dans l'immeuble de la Parité. On aura les startups qui viendront dialoguer et échanger pendant la journée après leur pitch avec les dirigeants, avec les membres de Comex pour faire du lien finalement entre cette jeunesse entrepreneuriale, on va parler des jeunes, des grandes écoles et universités et juste les entreprises après, plus mûres, exactement pour générer cet échange, ce réseau, ce dialogue qui est ressorti comme une attente, mais sans vouloir transformer radicalement le dispositif qui a quand même été extrêmement puissant et efficace. Lieu d'échange et de partage, parce que j'entends bien dans ce que vous dites qu'il y a aussi ce travail d'accompagnement et de partage. Petite précision sur les startups. Est-ce qu'il est Caroline, important, petite précision. Là encore, on s'intéresse aux femmes entrepreneuses ou aux co-directions. Donc c'est juste pour garder ce fil rouge et cette continuité, c'est important de le rappeler. Et la deuxième chose qui est importante de rappeler l'an dernier, c'est qu'on a eu aussi des candidates qui n'étaient pas du tout parisiennes, et donc on incite vraiment tous les territoires à se mobiliser là-dessus, parce que... Mais c'est pas parisiano-parisien. Non, pas du tout. Non, mais c'est important de le dire. Quand on parle des grandes écoles et des universités, c'est ce qu'on voit là à l'écran. On avait 3 écoles qui étaient fortement mobilisées sur les assises 2021. On espère qu'il y en aura le maximum en 2022. Vous évoquiez Centrale Supélec tout exactement, l'ESCA et Kedge qui étaient présents et qui intervenaient juste il y a quelques instants. Très clairement, de la même façon, on avait l'année dernière des jeunes qui posaient des questions aux dirigeants par rapport à ces sujets-là. Cette année, ils seront là physiquement présents, ils seront sélectionnés en amont pour pouvoir venir poser leurs questions en live et en direct et pour pouvoir échanger, un peu comme les start-upers. Donc il y aura une sélection de jeunes qui seront présents dans l'immeuble de la Parité pour participer à faire bouger les lignes. Donc on va enrichir, on va augmenter finalement le dispositif dans cette année d'accélération qui sera le leitmotiv de l'année 2022 sur les assises de la Parité. Lucie, l'accélération, c'est un petit peu le mot fil rouge là, de cette troisième partie. Il faut accélérer. Il faut accélérer, oui. Un grand coup d'accélérateur dans une voiture très puissante. Mais écologique, la voiture. Oui, écologique, bien sûr. Mais parce que cette stagnation commence à être lassante. Et non productive. Ce qui est voté, Pierre Gomis, d'ailleurs, chez Kantar, il y a une prise de conscience collective, mais ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent ou qui voudraient rejoindre le projet, peut-être que Lucille, tu peux nous redonner, nous réexpliquer en quelques mots International Women's Forum, sa vocation, ses missions et comment et pourquoi est-ce que vous avez voulu créer les Assises de la Parité? Oui, tout à fait. Alors donc, IWF, c'est un réseau international de femmes influentes qui est né aux États-Unis, à New York. Alors là, je vois qu'il marque 47, c'est une erreur, c'est dans les années 70. Il y a 35... On pensait que c'était depuis tellement longtemps que les équipes se sont emballées sur le sujet. Il y a un siècle, voilà. Aujourd'hui, il y a une présence dans 35 pays sur les 6 continents qui rassemble 80 chapitres. Et chaque présidente va choisir un thème sur lequel ses membres et elles-mêmes vont s'impliquer. Donc en France, nous avons choisi femmes dans les conseils d'administration et femmes dans les COMEX. Et en plus des événements que l'on peut faire pour nous et des programmes dédiés aux jeunes femmes ou à d'autres causes, ces assises de la parité incarnent toujours ce rassemblement femmes-hommes et une envie vraiment de rayonner, d'exister et d'aider au niveau national et international. Et d'aiguillonner, si je peux me permettre. Et aiguillonner aussi ceux qui décident
et ceux qui votent les lois, j'imagine, non? Ah bah oui, bien sûr. Bah d'ailleurs, on a eu l'honneur d'être reçus à Bercy il y a un an par Agnès Pannier-Runacher. Auditionnée. Voilà, non, mais elle souhaitait vraiment travailler sur la féminisation du secteur industriel et elle a souhaité avoir le témoignage de certains de nos membres qui sont dans des COMEX de sociétés industrielle et il y a eu un échange très riche. Donc, Mathieu, il nous reste un tout petit peu de temps. Il y avait une cinquantaine d'entreprises et d'institutions qu'on voit à l'écran qui étaient présents l'année dernière. Je pense que la majorité nous ont dit, et on espère que vous serez très nombreux à être de nouveau présents en 2022 parce que, comme le disait Caroline, comme le disait Lucille, on ne peut pas s'arrêter là. Ça doit continuer, on doit continuer à porter le sujet. Comme vous l'avez vu, c'est tout un dispositif de communication extrêmement puissant, en interne, en externe, où on va faire en sorte de vous faciliter la vie pour que ce soit le plus efficient, mais c'est aussi des thématiques, c'est des sujets phares qui vont être portés et il y a de la place pour que vous puissiez nous rejoindre. Donc toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus peuvent prendre contact avec Lucille ou avec moi pour faire avancer les choses et pour se donner rendez-vous le 6 janvier pour commencer à préparer les assises 2022. Parce que vous l'aurez bien compris, ce n'est pas une journée le 17 mars, mais tout un travail, un long processus de réflexion, d'échange collaboratif. Venez donc très nombreux, de plus en plus nombreux pour faire avancer cette question fondamentale dans une période politique essentielle, déterminante, l'élection présidentielle 2022. Vous savez, Lucille, vous aurez le mot de la fin. Ben oui, justement, vous devancez. Quand vous avez des présidents comme Atos et Naval Group qui sont nos partenaires et qui disent il est grand temps d'arrêter d'être dans des schémas anciens et de rassembler et de recruter des femmes pour faire ensemble, ça fait du bien émotionnellement. Ben, ils seront là. Ils seront là à partir du 6 janvier, Mathieu et Caroline, pour ce long processus d'accélération pour aller jusqu'au 17 mars. Et après, évidemment, tout ça se poursuivra, ça va sans dire. Merci Mathieu Gabet, merci Caroline Chalindar, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Puis merci Lucille Desjonquières, j'ai partagé un bon moment avec vous pendant plus d'1 heure sur ce plateau, dans du diagnostic, de l'échange, des moments de vie aussi et de partage. Merci à vous qui nous avez suivis, évidemment, qui étiez connectés, car le studio est vide, mais vous étiez très nombreux de l'autre côté de la caméra. Merci à vous. Merci au Studio Victoire et à toutes les équipes techniques, évidemment, qui nous ont aidés à vivre ce moment. Et puis, merci à vous qui étiez devant vos écrans. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et on termine sur ces images, justement, que vous avez vues tout à l'heure. Ces images qui vous vont donner envie, j'imagine, de pouvoir vous engager sur le chemin de la parité et de l'égalité. Regardez, ce sont ces images. Roulette qui roule. Siège qui tourne et retourne. Accoudoir pour s'accouder. Assise pour s'asseoir. Non, ce fauteuil n'a rien de spécial. Pourtant, bien occupé, il peut rapporter 10% de croissance. Plus de femmes au poste clé, on a tous à gagner. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.